Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. On se retrouve aujourd'hui pour le débriefing de la 7e journée de MLS qui a eu lieu ce week-end. Une journée où les équipes à domicile ont eu beaucoup de réussite, puisque sur 15 matchs, 10 équipes se sont imposées à domicile. Il y a eu 4 matchs nuls et seul Minnesota a réussi à gagner à l'extérieur. Peu de buts ce week-end parce qu'on va y venir après, les gardiens ont été très très bons, donc 34 buts, soit 2,3 buts par match et 2-0-0. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va y aller tout de suite sur le débriefing de cette 7e journée. Le premier match qui va nous intéresser et qui se jouait, c'était Charlotte qui recevait Nashville. Nashville qui s'incline 2-1 à Charlotte, qui s'est fait peur en étant mené 1-0 sur un but de Mukhtar, mais qui, avec l'expérience, avec une équipe très solide et un Pep Bill et un Toklo Mati, un Wilfried Zaha, a réussi à retourner le match. Pep Bill a encore sorti une assise sortie de nulle part. Une passe incroyable dans le dos de la défense pour Toklomati qui finit super bien. Wilfried Zaha a provoqué et rentré son penalty. Kalinga a encore été incroyable. C'est vraiment, vraiment solide. C'est en fait, si je devais résumer ce match, c'est la victoire du champion. Voilà, comme j'aime le dire, c'est vraiment que tout va dans leur sens. En tout cas, Charlotte 1,85 de XG et Nashville 1,14 de XG. Alors, ils ont vraiment pour pas abuser, ils ont vraiment surdominé la première mi-temps. C'était à sens unique. Kazem en grande forme encore une fois. Hani Mukhtar a pris le jeu à son compte. Donc franchement, une belle équipe de Nashville qui a vraiment perdu contre une équipe meilleure qu'elle et qui perd Walker Zimmerman sur un ciseau retourné de Kerwin Vargas qui fait vraiment pas exprès. Il lui a mis une volée pleine tête et Zimmerman a dû être évacué dans l'hôpital le plus proche. Alors il était stable juste après le match, mais on ne sait pas encore combien de temps il va être absent. Mais je pense que c'est une méchante commotion cérébrale dont il est victime et il risque de peut-être de louper plusieurs semaines de compétition. Le second match, c'était Salt Lake LA Galaxy. Donc les locaux se sont imposés sur le score de 2-0. On a eu le show Diego Luna. J'ai pas vu la première mi-temps, donc j'ai pas vu le plus intéressant. La deuxième mi-temps, j'ai failli vraiment, pour pas vous mentir, m'endormir. Un match assez soporifique, à l'image de les Galaxy qui replonge dans ses travers avec 0,31 de XG. Et franchement, pas rassurant, même si on va le voir, hein, les équipes qui ont la CONCACAF Champions Cup sont un peu dans la panade, avance au ralenti. Donc le LA Galaxy est pour le moment dernier avec 2 points de la conférence Ouest. Donc c'est vraiment inquiétant et je pense que la meilleure chose pour eux serait qu'ils se fassent éliminer de la CONCACAF Champions Cup pour qu'ils puissent avoir le temps de préparer leur match. Je comprends même pas pourquoi ils se sont pas dit on fait un trait sur la compétition. Il y a de ça quelques semaines, mais bon, écoutez, c'est toujours énorme de jouer la Ligue des Champions, on le sait en Europe comment c'est, mais en tout cas ça leur fait beaucoup de mal, tout comme les blessures. On va passer maintenant au match de la nuit. Il y en a un que j'ai regardé, vous vous en doutez, c'est Atlanta qui recevait Dallas. Atlanta a eu 1,62 de XG, Dallas 0,67. Je vais commencer par Dallas, donc le duo Lucho Musa dont je vous parlais jeudi dans la présentation des matchs a encore frappé, hein. Lucho Acosta plutôt en jambes, qui a essayé de faire des diffs, qui a donné des bons ballons et qui a été quand même important dans le jeu. Musa un peu plus discret malgré le but. Un joueur qui m'a sauté aux yeux malgré son penalty provoqué, c'est Uroguidé, l'ancien défenseur d'Amiens qui est à Dallas. Il défend n'importe comment sur le penalty, mais après, il a fait vraiment d'un match très très solide. Vraiment, il s'est vraiment bien repris. Du côté d'Atlanta, donc Miranchuk qui était incertain avait commencé sur le banc et en première mi-temps, c'était vraiment un rouleau compresseur offensivement. Ça se projetait à 4 ou 5, ça faisait vraiment mal. En fait, Atlanta, ils ont ce défaut à tous les matchs. Très grosse première mi-temps, très grosse entame. Ensuite, souvent, ils marquent ou ils se relâchent. Ils se font égaliser ou ils se prennent le 0-1.
Et ensuite, ils s'y remettent et ils finissent très bien. Et tous les matchs d'Atlanta, c'est les mêmes. Et de toute façon, Atlanta, pour gagner un match, comme je le disais, il faut qu'ils marquent 3 ou 4 buts. Parce qu'ils ne savent pas tenir un clean sheet. On a encore eu des largesses défensives qui ont fait un peu flipper. Brad Guzan, pas encore rassurant au but. Mais voilà, Almiron a été bon en 10. Après, il a un peu plongé physiquement, je trouve, sur la durée du match, il a un peu de mal. Emmanuel Atlas, c'est le meilleur pour moi depuis le début de saison. Dès qu'il est là, c'est vraiment un poison, c'est vraiment dangereux. Il fait très très mal dès que ça accélère. C'est gros danger pour les adversaires. Et quand Miranchuk est rentré, bon, c'était un petit peu mieux sur la fin du match, mais Atlanta doit faire beaucoup mieux face à une équipe qui traverse la conférence et qui n'est pas une grosse équipe de MLS Dallas aujourd'hui. Mais bon, est-ce qu'Atlanta aujourd'hui est une grosse équipe de MLS? Sur le papier, vous me direz que oui, mais dans les faits, pas vraiment. C'est toujours une équipe qui a du mal à garder un clean sheet, à sécuriser un score. En fait, Atlanta, pour être tranquille, il faut qu'ils aient 3 buts d'avance. Parce que tu sais qu'à 2 buts d'avance, ils peuvent se faire remonter. Un match qui se joue en même temps, c'était Cincinnati qui recevait les Revs. Alors, il y a eu une météo catastrophique tout le week-end aux États-Unis, hein. Vous verrez après, j'en parlerai. Houston, il y a eu le match de décalé face à LAFC. Mais là, Cincinnati, ils ont joué sous un déluge des pluies diluviennes, mais ils ont réussi à s'imposer 1-0 à domicile. Je les voyais l'emporter un petit peu plus largement. Bon, un expected goal de 2, les Revs de 0,75. Nwobodo, Robinson, Evander n'étaient pas sur la feuille de match, donc ça faisait quand même un gros trou pour les joueurs de Cincinnati. La bonne nouvelle, c'est que Matt Miazga était sur la feuille de match. Aureliano a été plutôt bon, il a dû prendre le jeu à son compte. Et ils ont réussi à finir par faire craquer cette équipe des Revs qui est encore très limitée et très Carles Reel dépendante. C'est une équipe qui est quand même un peu plus solide qu'en début de saison, mais qui utilise du jeu très très direct et qui a pas les joueurs pour tenir le ballon plus haut, et donc ça revient aussi vite, ils se prennent des coups de butoir et au bout d'un moment, bah voilà, ils finissent par craquer. Et en plus, bon, ils n'ont pas eu énormément d'occasions, il faut le dire. Le match suivant, c'était Columbus qui recevait Montréal. Montréal 0,5 de XG, Columbus 1,33. Mais attention, Columbus s'est vraiment fait peur en deuxième mi-temps, hein. Alors, Nagbe n'était pas présent. Je pense que c'est une grosse perte avec le travail qu'il a bas au milieu de terrain. Ils ont dominé, ils ont une très belle équipe, toujours les beaux principes de jeu, mais ils ont vraiment, on va pas se mentir, chaud au cul. Ce qui est intéressant, Montréal, c'est que c'est une équipe qui lâche rien. Ils sont revenus vite à 2-1. Et ensuite, ils ont 2 buts refusés pour hors-jeu en deuxième mi-temps, où ça se passe vraiment pas loin. Ils ont été vraiment intéressants. Waterman était sorti à la mi-temps et Guboglo, d'ailleurs Guboglo, cher supporter montréalais, je m'en suis pris plein la tronche quand je vous ai dit de vous calmer, à ne pas vous enflammer sur le gamin qui vient d'arriver en MLS, qu'il faut y aller doucement, qu'il a été sorti à la mi-temps avec Waterman. Il faut lui laisser le temps, je pense qu'en effet il y a un potentiel, mais voilà, c'est une belle leçon à retenir. Il faut toujours pas s'enflammer sur les très jeunes joueurs, surtout de 17 ans qui n'étaient pas programmés pour jouer en MLS. En tout cas, à Montréal, j'ai hâte de les voir à domicile, ils montent en puissance pour moi. Owuzu a été bon, il a beau être critiqué, il a encore été bon. C'est une bonne deuxième mi-temps. Ils ont fait faire un peu d'huile, pour reprendre cette expression, à cette équipe de Columbus qui a d'énormes principes, qui est encore invaincue. Donc je pense que Montréal à domicile va se reprendre. Ils ont pris 2 points sur 7 déplacements. Alors certains vont dire ouais, c'est vraiment très peu, en effet, mais dans le contenu, on voit une progression et je m'inquiète pas pour eux. Je pense qu'à domicile, ça va être très intéressant. Il va y avoir du clean sheet, une équipe solide toujours à domicile. Et il semble retrouver à peu près tous les joueurs. Donc voilà, Montréal, dès ce week-end, je ne vais pas manquer ce match et le regarder. L'autre match, c'était les Red Bull New York qui recevaient Chicago. Chicago, toujours une équipe plus intéressante à l'extérieur. Mais ils ont perdu parce qu'ils sont tombés sur meilleur qu'eux. J'ai vu la première mi-temps. euh, Ils ouvrent le score, 1,32 XG. Bamba et Zinkernagel ont été intéressants. Chris Brady, monstrueux, il a sorti des sacrés arrêts. Mais ils sont tombés face à une équipe qui, à domicile, sait ce qu'elle fait, expérimentée, et comme d'habitude, l'a emporté au bout, et qui va au bout des choses. Voilà, tout simplement, c'est une équipe qui va au bout des choses, à l'image du penalty que va chercher Carmona, et qui est transformé par Choupo-Moting. Alors Choupo-Moting, ce serait bien un moment qui serve à autre chose que ranger des penalties, mais c'est lui le tireur apparemment, parce que Forsberg, ça fait 2 fois de suite qu'il lui laisse. En tout cas, une deuxième mi-temps bien plus en leur faveur. Coronel qui s'est fait sermonner par le coach dans la semaine, on l'a appris. Le coach a dit dans la semaine qu'il avait un peu été virulent avec son gardien en lui disant que c'est pas ce qu'il attendait, qu'il n'avait pas été bon sur le dernier match. Et bah, il s'est extrêmement bien repris en sortant une très grosse performance.
Le match suivant, c'est Philly qui recevait Orlando, 0-0 et là, c'était vraiment le duel des gardiens. Philadelphie, un XG de 2 et Orlando de 0,83, mais attention, il y a eu vraiment de très, très gros arrêts de la part des 2 gardiens. Un match à quasi sens unique jusqu'à la 70e pour Philadelphie, mais après, clairement, les 2-3 incursions d'Orlando, sans un très grand André Blake, ça peut faire but et défaite. Donc ils ont vraiment failli se faire surprendre en fin de match. Philadelphie, ils ont eu beaucoup de coups de pied arrêtés qui n'ont pas été exploités alors que c'est quand même une de leurs forces. André Blake, comme je le disais, sort un énorme arrêt sur Pasalic à la 30e minute. Moi, il y a un joueur qui me plaît dans cette équipe. Alors Quinn Sullivan, j'adore au milieu, mais Lukic, il a un volume de jeu. C'est vraiment très intéressant. Quand il a 20, 25, 30 mètres, il se prend pas la tête, qu'il est en position, il frappe. Par contre, le problème, c'est qu'ils ont perdu Jan Glavinovic, qui était bien revenu de blessure, qui sortait des bons matchs, où il s'est clairement fracturé le ménisque, donc il va être absent, je pense, quelques semaines et même peut-être un bon mois et demi, à mon avis, Jan Glavinovic. Donc, on va avoir Macagna qui certainement va reprendre la place en défense centrale aux côtés de Jacob Glesnes. L'autre 0-0 du week-end, c'est Austin qui recevait Portland. Austin 0,74 de XG, Portland 0,47. J'ai regardé un petit peu des bouts de match. Austin a fait sa spéciale. Ils ont mis bloc bas pour jouer en transition avec Boukari ou Zuni. Ça a failli payer, mais ils n'ont pas eu la réussite. Et Portland a été dominateur. Enfin, dominateur, ils ont eu le ballon. Mais ils sont tombés sur un bloc très solide, très bien organisé et n'ont pas trouvé la faille. Franchement, pas un match vraiment intéressant dans le contenu et à regarder. Le match où je vous parlais, qui a eu des pluies diluviennes, c'est Houston qui recevait LAFC. Le match a été décalé. La pelouse était imbibée d'eau, vraiment, hein, c'était une piscine à certains endroits du terrain. LAFC, comme je vous le disais dans la présentation, n'a toujours pas battu Houston dans le temps réglementaire depuis sa création en 2018 après ce match, puisqu'ils se sont inclinés 1-0. Et il faut noter que sur le plan comptable, c'est que sur les 7 derniers matchs d'LAFC, c'est 2 victoires, 5 défaites. Bouanga ne marque pas, Giroud ne marque pas. Cengiz Under, moi je le voyais vraiment bien s'incorporer, mais c'est David Martinez qui joue pour le moment. Donc oui, Dunder qui a pris quand même un spot DP. Giroud a pris un spot DP. Bonga aussi. J'ai mis la stat sur X. Je crois que c'est un but depuis le début de saison pour ces 3 DP tout confondus. Chorondolo, qui est souvent critiqué, l'est encore un peu plus parce que tactiquement, il innove pas. C'est toujours pareil, même s'il voit que ça marche pas. La défense fait un peu peur. Le milieu, ça manque de liant. Et bah, à l'attaque, il n'y a pas de Denis Bouanga, la folie de Denis Bouanga, on la retrouve pas pour le moment, mais je le répète, ils font la CONCACAF Champions Cup et ça prend de l'énergie. C'est une équipe qui a joué presque le double des matchs d'une équipe comme Houston depuis le début de saison. Donc c'est pas étonnant qu'en fait ils tirent la langue et ça se voit dans le jeu. C'est une équipe qui a du mal, qui à la 60e craque et là bah, ils se sont inclinés. Alors Lloris a tenu la baraque comme il a pu, mais là ils prennent un super but encore de Jack McGlynn, la recrue de Philadelphie qui est à Houston, qui est impliqué dans 60% des buts de Houston depuis qu'il est arrivé. Gillingham au but a été énorme parce qu'il y a eu quand même des occasions pour LAFC. Il a sorti un super barré. Non, franchement, un match, bah voilà, Houston, je vous le disais, à tout moment, s'ils battent LAFC, ça ne m'étonne pas. Et ben, ils l'ont fait 1-0. Houston, ça va aller mieux. On connaît Ben Olsen, c'est une équipe qui a des principes de jeu, qui vient de récupérer Linger, qui va signer encore un ou deux DP, je pense, et qui va aller mieux et qui a toujours une grosse solidité à domicile. L'autre match où je vous disais que ça pouvait être d'un côté ou de l'autre, c'était SKC contre Saint-Louis. Et ben c'est SKC qui l'emporte 2-0 à domicile. Première victoire de la saison. Pete Vermes, l'électrochoc. 16 de XG pour SKC, 0,85 pour Saint-Louis. Mais ce que j'ai apprécié, j'ai regardé un petit bout du match, c'est que SKC, on voit qu'il y a de la qualité. On voit un mec comme Joveljic, on voit Manu Garcia, ça se trouve, ça met de la folie. Chaloui, Tommy, Joveljic, Manu Garcia, c'est pas possible que cette équipe ne fonctionne pas avec de tels joueurs. En face, oui, ça dépend de Marcel Hartel, et Marcel Hartel, il n'a pas la solution depuis le début de saison. Beaucoup le critiquent. Marcel Hartel, il touche quand même 77 ballons dans ce match, dont 30 dans les 30 derniers mètres adverses. Mais il manque la passe D, il manque la frappe. Il y a un moment, il fait une belle frappe à passe juste à côté.
Il a un face-à-face face à Poulskamp qui fait encore un très bon match. On parlait des gardiens, il lui sort super bien. Mais voilà, Saint-Louis, ils ont pas la réussite. Ils font un poteau à la 15e minute. Ils ont juste après l'occasion, avec une grosse occasion à la 17e. Franchement, leur première mi-temps, elle est bonne, mais ils ont pas l'efficacité. Je pense que le jour où cette équipe va trouver de l'efficacité, on n'aura plus le même discours parce que ce sera 2 ou 3 buts qu'ils vont marquer à chaque fois. Mais pour le moment, ils n'y arrivent pas. Une équipe, par contre, qui arrive, c'est Vancouver, qui a gagné 2-0 à domicile contre Colorado. Et Vancouver, leader de la conférence Ouest, et ben en fait, il tue toute ma théorie des équipes qui jouent la CONCACAF Champions Cup et qui sont fatiguées. Parce que Vancouver, ils enchaînent encore ce week-end. Ils tapent Colorado chez eux avec un clean sheet. On a un joueur qui est en train de sortir un début de saison monstrueux. C'est Brian White, oui, mais il y en a un en défense, c'est Tristan Blackmon. Il est monstrueux. C'est un joueur qu'on connaît depuis des années, un vétéran en MLS. Mais sur le début de saison, lui et Veselinovic, c'est quelque chose, hein. Pour aller les dribbler, leur mettre un but, c'est impressionnant, hein. Et pour vous dire, ils ont vraiment fait déjouer Colorado qui a eu 0,42 de XG. Ce week-end, on a eu la version des Rapids. Je vous disais, la jeunesse parfois expérimentée leur fait du bien. Mais là, c'est vraiment la jeunesse qui s'est fait rouler dans tous les sens. Heureusement, ils ont Zach Stephen au but qui leur sort encore des sacrés arrêts. Mais de tête, j'ai zéro occasion, marquant de 2. Et dans le résumé, vous regarderez, il n'y en a pas non plus. Par contre, Vancouver, il y a vraiment des gros principes de jeu. Leur coach, c'est incroyable ce qu'il a mis en place en si peu de temps. Il y avait déjà eu une bonne base avec Vanny, mais là, Brian White, c'est très fort. Ils ont beaucoup d'absents, hein, faut pas l'oublier, et ils font un taf énorme. Koubas qui s'est disloqué l'épaule la semaine dernière, il a joué, il a sorti un match monstrueux. Franchement, un match à sens unique. Vancouver, c'est une équipe épatante. Il n'y a pas d'autre mot, c'est épatant ce qu'ils sont en train de faire. Il y a une équipe, j'aurais pu dire, qui m'impressionne toujours, c'est San Diego, et une équipe qui m'épate moins, c'est Seattle. Seattle, va falloir qu'on en parle. Maintenant que j'ai bouclé le dossier Pete Vermes, eh ben, je vais ouvrir le dossier Brian Schmetzer. Viens là, mon copain, parce que toi, à un moment, on va parler de ton cas. Je vais faire la même chose qu'avec Pete Vermes. T'as donné ce que t'avais à donner depuis 15 ans à Seattle, lâche l'affaire et laisse quelqu'un d'autre. C'est toutes les saisons pareilles à Seattle. Tu prends sur le papier, super équipe, solide à domicile, des joueurs devant intéressants, et il y a 10 000 blessés. Moi, je crois pas au hasard, hein. Si t'as autant de blessés tous les ans, que tu viens chouiner tous les ans, on a des blessés, on n'a pas de c'est pas de la chance. C'est pas de la chance, c'est que t'as un truc dans ta prépa, comme Vanet, hein, comme Greg Vanet à LA Galaxy, hein. Les deux, ils viennent chouiner pour les blessés. Si t'as autant de blessés tous les ans, mais à ton avis, c'est peut-être ta façon de faire, avec tes prépas, la charge de travail, elle est trop énorme. Je sais pas. Mais jamais il y a une remise en question. En tout cas, Seattle, ils se sont fait rouler dessus. Ils ont pas d'énormes occasions malgré 0,8 de XG. C'est quand même inquiétant, hein. C'est 6 points en 7 matchs. Avec une équipe sur le papier, je vous jure, hein, vous mettez ça dans les mains de certains coachs. Ils vous font des dingueries avec une équipe comme ça. Ils ont quasiment la plus grosse défense. Ils ont un super gardien. Bon, leur défaut, c'est peut-être au milieu de terrain, les 2-6 où c'est un peu léger. Mais devant, bah oui, ils ont Ariola, De La Vega, Maurice qui sont blessés. Ah, t'as quand même des mecs comme Jesus Ferreira. D'ailleurs, lui, c'est pareil, il va falloir se poser les bonnes questions, hein. Je pense qu'il s'est complètement cramé à la dernière Coupe du Monde. On en parlait de lui au Bayern et compagnie. C'était le joueur star à Dallas. Depuis, bah, blessure, 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 plus rien. Amine Sabri, je te passe le bonjour. Je discutais avec lui l'autre jour. Intéressant sur Twitter. Je fais une petite digression. On parlait d'Opoku. Il me disait il est méconnaissable et tout. Je lui disais, mais en fait, déjà, Opoku, il jouait à LAFC dans un système très précis. C'était le 4-3-3. C'était le 4-3-3. Ailier, transition. C'est un joueur qui court vite, voilà, c'est un puncher. C'est un joueur d'impact, de profondeur. Montréal, ça joue avec des pistons. Déjà, c'est compliqué. Donc, tu le mets en neuf, de haut jeu. Il n'a pas le physique. Moi, je comprends que ce soit un flop total Opoku à Montréal. Mais là où je vois que ses qualités diminuent, c'est que le gars est tout le temps blessé et il me fait penser à un joueur, c'est Ayo Akinola, si certains ne le savent pas, qui était à Toronto, qui était en train d'exploser. On en a parlé avec Quentin Westberg dans le podcast et qui ensuite a clairement flop. Et depuis, bah, vous regardez, je sais même plus où il est, je crois il a disparu Ayo Akinola, alors que c'était pépite la saison où il est arrivé, c'était incroyable. Vous voyez, il y a des joueurs comme ça où très très jeunes, très forts, on les surutilise et ça se blesse. Bah, Jesus Ferreira, pour en revenir, je pense pas que c'est à ce point-là, mais c'est quand même inquiétant depuis 2 ans ce qu'il nous montre. Alors que c'était quand même sélection des États-Unis, dernière Coupe du Monde, il démarre titulaire même. On nous parle du Bayern et tout pour lui et depuis, bah, plus rien.
Bon, on revient au match, on revient à San Diego parce que eux, c'est vraiment l'équipe top avec Vancouver sur ce début de saison. Lozano met son premier but en MLS, c'est une équipe franchement, match à sens unique, incroyable. L'entente entre les joueurs est vraiment dingue. On a l'impression qu'ils jouent depuis des années ensemble alors que c'est la saison d'ouverture. Pour moi, on m'a demandé s'ils allaient faire une Saint-Louis. Oui. Là, au bout de 7 matchs, on peut se dire oui, ils vont faire une Saint-Louis. C'est peut-être pas premier de conférence, mais ça va être une saison identique, je pense. Parce qu'ils sont forts à tous les postes. CJ Dos Santos au but, c'est fort. Derrière, ils ont une défense, des bûches, mais des murailles. Au milieu, ils ont un joueur, le joueur de l'ombre, mais pour moi, le meilleur 6 depuis ce début de saison, c'est Dverskov, qui est arrivé de North Island. Allez voir ses stats, il déglingue quasiment tout le monde dans tous les compartiments. Pour regarder ses matchs, c'est un joueur incroyable. Et je pense que vous le retirez à San Diego. Attention, le jour où il est blessé, ce sera intéressant de regarder. Je ne leur souhaite pas. Mais Dverskov, le jour où il se blesse à San Diego, je pense qu'on n'est pas sur les mêmes résultats. Et que c'est un peu comme un Rodri à Manchester City ou un gars comme Kimmich au Bayern. Vous voyez, c'est vraiment la plaque tournante. Mais en tout cas, c'est une équipe où vous prenez beaucoup de plaisir à les voir et c'est vraiment intéressant. L'autre équipe qui est intéressante, qui continue son bonhomme de chemin, qui est la seule à s'être imposée à l'extérieur, c'est Minnesota. Alors, beaucoup de réussite, parce que New York a 2,52 de XG, Minnesota 1,77. Ils ouvrent le score à la deuxième minute par l'homme en forme, Oluwaseyi. Ils font vraiment beaucoup de mal sur transition. C'est une équipe, ils ont vraiment des athlètes. Quand vous avez Yeboah, Oluwaseyi, Longwane qui vous arrive dessus, c'est waouh, waouh, waouh. En tout cas, super but sur le second but, un corner super bien travaillé, une super frappe de Will Trapp. Matt Freese il n'est pas irréprochable sur le but, pour moi il se trouve, mais on va le pardonner parce qu'après il a encore été énorme. Par contre, il faut noter que Boxall se fait avoir comme un gamin et t'as pas le droit quand t'es Michael Boxall expérimenté comme ça en MLS de te faire avoir par Martinez qui est un super joueur à New York et qui obtient le péno. Bon après il a défoncé la barre, je crois le penalty de Martinez. Il a tapé tellement fort que ça a tapé la barre, c'est sorti du champ caméra, c'est revenu au milieu de terrain, je crois, le ballon. Yeboah, par contre, a noté qu'il est en panne sèche. Ça fait quand même 2 matchs où il a des grosses occasions et qui transforme pas. On va passer à New York. New York, franchement, sur le début de match, sur le début de saison, j'étais très sceptique. Alors, ils sont pas forcément bien classés, mais le contenu reste intéressant. Et leur coach, il fait pas de cadeau, Janssen. Là, il a sorti Fernandez, qui était invisible, et Rissa à la 40e minute, dès qu'ils sont menés 2-0. Et tout de suite après, franchement, beaucoup mieux. C'est une équipe qui fait beaucoup de jeux directs, c'est compliqué pour Alonso Martinez, mais par contre, il arrive à trouver la faille. Franchement, ce qu'il fait sur Boxall, il va le chercher. Après, Boxall défend un peu comme un Igo. Mais après, bon, je suis jamais fan du joueur qui provoque la faute et qui tire le penalty. Là, une fois de plus, il l'a provoqué, il l'a frappé, il l'a raté. Mais en tout cas, c'est une équipe beaucoup mieux. Mais New York en deuxième mi-temps. Après, Minnesota leur a laissé un peu le jeu. Mais au final, c'est dommage parce qu'ils ratent leur début de match. Et ensuite, ils dominent sans être efficaces. Et puis, ils loupent un penalty. Donc, beaucoup de regrets. Je pense que le match nul aurait été mérité sur l'ensemble du match. Le match de 23h hier que j'ai regardé, c'était San Jose qui recevait DC United et qui les a éclatés 6-1. Avec, par contre, tenez-vous bien, seulement un XG de 2,94. Donc c'est vraiment, quand San Jose y gagne, c'est un peu comme leur début de saison, c'est qu'ils surperforment. C'est ça qui est assez dingue. Bon, DC 1,62 de XG, on va commencer par eux. Je vous avais dit qu'à l'extérieur, c'était une équipe éclatée. Leur défense, c'est une catastrophe. Leur gardien, le pauvre, je le voyais à la fin, il se tenait la tête, il avait la tête dans les bras, il est dégoûté. C'est pas un mauvais gardien, mais en fait, on le pousse à faire des boulettes et des erreurs tellement il est mis à contribution. Benteke, l'inévitable, a marqué son but de la tête. Mais par contre, c'est une équipe qui s'est fait éclater, hein. On a eu un très très bon Chicho Arango. L'homme du match, c'est Joseph Martinez, qui met un triplé, qui a été vraiment bien physiquement. Je le critiquais vendredi en disant qu'il avait l'air un peu fantomatique, fatigué. Là, il a été excellent. Il met un but de la tête, du pied. Enfin, franchement, on a le grand Joseph Martinez qui rentre en plus dans le all-time scorer à la 7e place. Et on ne sait pas, comme je disais, je ne sais pas où il serait s'il n'avait pas eu ses croisés. Je pense qu'il serait pas loin de la première place à aller chercher Wondolowski. Mais en tout cas, voilà, cette équipe de San José est une équipe qui a une puissance de frappe offensive impressionnante et qui l'a démontré en éclatant une faible équipe, il faut le dire aussi, à l'extérieur. Le dernier match, c'était le Sunday Night Match, c'était Miami qui recevait Toronto et qui n'a pas fait mieux que un partout face à une équipe de Toronto, qui est pour le moment très faible. Alors, hier, pourtant, 1,42 XG et Miami 2,63, donc vraiment une équipe qui a eu pas mal d'occasions, mais qui est tombée
une fois de plus sur un excellent gardien. Toutes les semaines, vous allez vous dire: «Ah mais il force avec Johnson», mais Sean Johnson est pour l'instant un des meilleurs gardiens de MLS. Il a encore été monstrueux, des doubles arrêts, des arrêts et puis Toronto, ce qui a été bien, c'est qu'ils se sont procurés des occasions par rapport au précédent match. Bernardeschi met un super but et était vraiment bon. Bon, ça a pas suffi par contre pour aller chercher la victoire, mais Miami en tout cas intéressant, c'est que Drake Callender était titulaire, il a un peu parlé de sa blessure, il a expliqué pourquoi ça a pris plus de temps. Donc à suivre dans les semaines à venir. On rappelle, hein, qu'il a été élu quand même vice-capitaine par ses coéquipiers, donc ça m'étonnerait pas qu'il retrouve sa place. Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de Miami avec son but, il met encore un super but et il a encore été ultra impressionnant. Luis Suarez, je l'ai trouvé très emprunté et fatigué, vous voyez? On disait un début de saison en fanfare et là on sent que le gars, joue tous les 3 jours et en plus il joue tous les matchs donc Obando, le coach, nous a dit Mascherano qu'il était venu vraiment pour le faire souffler. Je pense pas qu'il va souffler en midweek mais je pense qu'il a un peu besoin de souffler l'ami Suarez et Miami, voilà, on le rappelle, a vraiment beaucoup croqué. Eh bien, on a fait le tour sur les matchs du week-end. Maintenant, on va attaquer maintenant le récap pour vous faire les bons et les mauvais points. Donc pour moi, les plus sur cette journée, c'est que Charlotte s'est imposée à domicile face à une grosse équipe et Charlotte montre qu'elle est là. C'est pareil pour Vancouver qui est taille patron, San Diego, voilà, pour moi les gardiens ont été très bons ce week-end. Diego Luna, Joseph Martinez, ça va se jouer pour le joueur de la semaine. J'ai un joueur que j'ai oublié de mentionner, c'est Christian Espinoza qui a fait un excellent match avec San José également hier. Les moins, bah, c'est écouter les équipes de LA, les Galaxy, LAFC, Seattle et Atlanta qui pour moi, patauge malgré, d'énormes investissements et qui doit faire beaucoup mieux. Eh bien écoutez, on arrive au bout de cet épisode. Je vous remercie, d'être toujours si nombreux à écouter. On a passé, les 5000 écoutes sur Spotify. Un grand merci à vous et sur les autres plateformes, on est à plus de pareil 3000 donc on est quasiment à 8000 écoutes au total sur le podcast. Ça me fait vraiment, chaud au cœur. Un grand merci à vous. Je vois que beaucoup l'attendent, beaucoup me posent des questions. N'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit en commentaire sur X. N'hésitez pas aussi à noter le podcast, que ça vous plaise ou pas, hein, à me faire des commentaires positifs ou négatifs. C'est toujours bon à prendre. Si vous avez des idées, je suis preneur. J'essaie de faire au maximum de trouver des invités, des joueurs, mais c'est pas évident, vous savez, hein, ils sont un peu clôturés. J'ai eu un peu de réussite avec Quentin Westberg. Mais voilà, j'essaie en tout cas de vous proposer le contenu le mieux possible. Et je vous dis à cette semaine, donc pour la fin de semaine, pour la présentation et les actus MLS. Allez, à très bientôt sur MLS Time.